Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission La Diaspora où nous explorons les transformations profondes des paysages médiatiques. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un phénomène incontournable qui est l'impact des influenceurs sur le journalisme. Comme vous le savez, fidèles téléspectateurs, ces dernières années, les réseaux sociaux ont fait émerger une nouvelle catégorie des communicateurs, des influenceurs capables de toucher des millions de personnes sans passer par des canaux d'information traditionnels. Pour répondre à cette question, nous recevons M. Jules Egger, journaliste et enseignant et consultant à Tarot de Marseille. Il est aussi également président de l'association des journalistes indépendantes suisses. C'est lui qui est notre invité dans cette émission parce que nous allons parler de cette influence croissante des influenceurs sur l'information. Monsieur le président Jules Egger, bonjour et surtout bienvenue dans cette émission La Diaspora. C'est très gentil, merci. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je suis président d'une association qui s'appelle CH Média, qui est née il y a plus de 50 ans maintenant et qui s'appelle Indépendante, qui porte le nom Indépendante dans son nom parce qu'il s'agissait de journalistes qui voulaient manifester leur indépendance par rapport à ce qui était à l'époque une sorte de syndicat et qui était dominant mais qui avait des comportements qui ne leur plaisaient pas. Donc, elle est née à 50 ans. Maintenant, nous regroupons plusieurs centaines de journalistes en Suisse et nous avons des particularités, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Nous avons admis des membres comme les caméramans et les preneurs de son qui avaient besoin d'une reconnaissance sous la forme d'une carte de presse pour aller sur le terrain, ce qui n'était pas le cas d'autres associations. Bien sûr que vous êtes parti vite en besogne, c'était notre toute première question pour que vous puissiez quand même présenter brièvement l'association dont vous chapeautez. Ça fait combien de temps depuis que vous êtes président de cette grande association? J'ose pas le dire, mais ça fait plus de 30 ans que je suis président. J'ai proposé plusieurs fois de mettre mon siège à disposition, mais tout le monde m'a dit non, t'es très bien là. Mais moi aussi, je peux pas. Je peux pas dire que vous partiez. Non, je vais pas partir pour l'instant, rassurez-vous. Ok, on a encore besoin de vous, président. Merci. Voilà, nous entrons dans le vif de notre émission fidèles téléspectateurs de la chaîne de référence Antenne A, vous qui nous regardez parce que nous sommes sur Canal+, et puis sur TNT. Comme je venais de dire tantôt, on a réussi pour vous le président Jules Egger. Il est aussi journaliste chevronné, bien sûr, de La Plume. C'est lui qui est notre invité. Nous allons évoquer cette problématique des influenceurs. Pour monsieur le président, est-ce que vous pouvez quand même nous dire qui est réellement un journaliste? Ça devient difficile à définir. Je m'explique. Comment est né le journalisme? Comment sont nés les médias? Ils sont nés par besoin, parce qu'il y avait des opinions à faire connaître, et il y avait surtout des gens à défendre. Il y a 150 ans, il y avait presque un journal par quartier, un journal par opinion, et les plumes se déliaient, les gens s'insultaient les uns les autres, et ces centaines de journaux ont fini par se reconcentrer dans un certain nombre, malheureusement maintenant, un nombre de plus en plus petit de journaux, et qui ont tous plus ou moins une coloration. Donc un journaliste, c'est quelqu'un, je dirais qu'on croit que le journaliste doit forcément être totalement neutre. Je crois qu'il n'y a pas de journaliste totalement neutre parce que aucun être humain n'est totalement neutre. Nous vivons tous dans un contexte, nous avons tous une histoire et nous avons tous une opinion. Donc, ces opinions transparaissent. Pourquoi dit-on que le journal Libération est de gauche? C'est parce que c'est l'opinion des journalistes qui transparaît. Qu'est-ce qu'un journaliste? C'est quelqu'un qui connaît des faits, qui va à la rencontre des faits, qui les relate à sa façon, et parfois c'est connoté, parfois pas. Parfois c'est le commentaire qui connote l'idéologie du journaliste. Donc la définition du journaliste, elle n'est pas extrêmement facile à faire en 3 mots. Comment elle n'est pas facile à faire en 3 mots? On ne peut pas dire le journaliste, c'est celui qui détient la vérité des faits. Non. Les faits, qu'est-ce que la vérité? On va rentrer dans un débat philosophique, ça devient compliqué. Mais un journaliste, il va sur le terrain ou il va dans une conférence de presse, il relate ce qu'on lui a dit. Il a 2 façons de le faire. La façon, je dirais, scribe. On m'a dit ça, je transcris ce qu'on m'a dit. Et il y a la façon journaliste qui est de dire, on m'a dit ça, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces faits? Il y a l'interprétation de ce qu'on m'a dit, et je vous explique ce que ça veut dire.
À mon avis, c'est ça le journaliste. C'est un filtre par rapport à ce que l'information donne comme résultat. Par rapport aux politiques, par rapport au monde économique, il y a un filtre à activer. Mais certains journalistes aujourd'hui, quand nous regardons, des fois qui partent, qui relayent pas les informations comme ils se doivent, et par contre, cette façon de faire, de donner ces informations-là, est-ce que c'est ce que la déontologie demande de faire, ou bien et ils sont tentés de faire le départ, ils sont tentés de déraper un tout petit peu, parce que vous voyez qu'un journaliste, des fois, qui donne une information politique en insultant même les hommes politiques. Est-ce que là, vous, tant que doyen de ce métier, qu'est-ce que vous pouvez dire? En tant que doyen de ce métier, je peux dire j'en ai vu pas mal. J'ai même travaillé pour un journal politique à mes débuts, mais au moins les choses étaient claires. Ce que je trouve actuellement dommageable, c'est que un journaliste qui a une opinion et qui défend une opinion, pourquoi pas? Mais autant que ce soit, je sais pas, écrit sur son front, mais que ce soit dans un organe de presse où on dit il travaille pour Le Monde qui est connoté à gauche ou il travaille pour Le Figaro qui est connoté à droite. On le sait. Le problème des influenceurs, on va y venir bien sûr, mais le problème de certains journalistes, c'est qu'ils deviennent un peu des donneurs de leçons sans qu'ils annoncent la couleur. Qui défendez-vous? Quelle opinion défendez-vous? De quel bord politique êtes-vous? Est-ce que vous êtes un révolutionnaire? Est-ce que vous êtes gentiment à gauche, gentiment à droite ou méchamment à droite? Ce serait bien que le public le sache. Actuellement, je trouve qu'il y a un flou qui est dommageable pour la profession de journaliste parce que les gens ne déclarent pas forcément leur titre et qualité avant de diffuser leur message. Monsieur le Président, si vous êtes révolutionniste, est-ce que vous avez les monopoles d'insulter? Même si vous êtes révolutionniste, est-ce qu'il faut, en donnant les informations, vous pouvez commencer à insulter d'autres personnes, des autorités? À mon avis, l'insulte n'a pas sa place dans le journalisme. Que ce soit dans un débat télévisé où un journaliste est invité, à mon avis, il n'a pas le droit d'insulter. Un journaliste est là pour recueillir de l'information, pour extraire de l'information de la part des invités, par exemple. Et si cette information est scandaleuse, il n'a pas à insulter la personne, il a à dire, mais monsieur, madame, ce que vous avez dit là, vous rendez-vous compte que ça va heurter la sensibilité des gens, etc. Et ça heurte ma sensibilité, mais il doit se mettre en retrait. Le journalisme engagé au point d'insulter un intervenant, ce n'est plus du journalisme, c'est du débat politique. Voilà, merci. Ça, c'est du débat politique. Voilà. Nous continuons, fidèles téléspectateurs. Nous allons boucler cette boucle. C'était juste que vous compreniez réellement parce qu'on a réussi, notre président d'une grande association. Non seulement il est le président, mais c'est aussi, c'est un doyen dans le métier. Et donc, vraiment, c'est une bibliothèque vivante que nous devions, nous, les jeunes, apprendre, de ces grands hommes. Donc, voilà. Et là, et nous allons maintenant vous poser la question concernant les influenceurs. Mais c'est pour bien commencer, qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui un influenceur? Qui est un influenceur? Parce que vous avez déjà donné la différence entre un journaliste, mais qui est un influenceur? Et en quoi ces rôles diffèrent-ils de celui des journalistes? Alors, je ne sais pas qui a inventé le nom d'influenceur. Peut-être que c'est les gens eux-mêmes qui sont des influenceurs qui se sont inventés ce titre. Je le trouve très valorisant. C'est quoi un influenceur? Ça veut dire je prétends pouvoir influencer l'opinion des gens. Alors, c'est déjà un terme qu'il faut pondérer. Qui influence qui? Je crois que les influenceurs actuellement se recrutent principalement dans des domaines qui ne sont pas de mon ressort parce que c'est pas vraiment de l'information au sens propre du terme. Il y en a quelques-uns qui sont dans l'information, mais la plupart sont dans des domaines qui sont un peu parallèles. C'est de la beauté, c'est du maquillage, c'est des produits de consommation, etc. Donc on les appelle influenceurs parce que leur façon de présenter quelque chose va influencer le public qui va être tenté d'acheter telle ou telle chose, tel produit de beauté, telle caméra, etc. Donc on les nomme influenceurs pour bien faire comprendre que ce sont des gens dont la présentation va inciter le public à acheter quelque chose ou pas. Un journaliste n'est pas ou ne devrait pas être un influenceur, même si certains journalistes sont des influenceurs par la force. Ils sont devenus.
ils sont devenus influenceurs. Il y a des journalistes politiques qui sont relayés par des grandes chaînes nationales ou internationales de télévision. C'est évident que leur opinion, quand ils émettent une opinion, c'est une opinion d'influence qui va influencer le public. Là, c'est plus dans un acte d'achat, ça va être par exemple dans un acte de vote pour élire un parlement ou un président. La frontière entre les deux est difficile, sauf que actuellement les influenceurs sur les réseaux sociaux sont plus dans un domaine parallèle à celui de l'information. C'est plus dans les produits et dans les produits de consommation, et c'est là qu'on les recrute le plus souvent. De dire qu'ils sont journalistes ou pas, ça devient un peu compliqué, et en tant que président, nous sommes en train d'étudier cette question, en disant, mais est-ce que parmi les influenceurs, il y en a qu'on pourrait considérer comme assimilables à des journalistes? C'est un débat. C'est un débat. On va y revenir. Mais aujourd'hui, vous pouvez dire que ces genres des influenceurs sont devenus des concurrents directs du journalisme. Alors là, il faut peut-être, dans mes cours journalistes, il y a une chose essentielle que j'enseigne à mes journalistes, c'est ce que j'appelle le regard de l'aigle. Il faut toujours s'élever au-dessus de ce qu'on observe pour voir les choses de plus loin. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que les influenceurs sont des concurrents? Attendez, c'est pas les influenceurs qui sont des concurrents. Ce qui s'est passé, c'est que les médias eux-mêmes ont perdu de leur audience et que l'audience s'est déplacée sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que les gens regardent TikTok? Parce qu'ils peuvent voir ça sur le téléphone, ça prend 30 secondes, on leur envoie des trucs sympathiques ou pas sympathiques, et ça se passe de façon très dynamique. Donc, ils vont moins aller acheter un journal. C'est ça la révolution qui a fait qu'il y a une compétition de fait, mais c'est une compétition entre les organes de presse traditionnels et ce qui est advenu après, qui sont tous les réseaux sociaux que vous connaissez, que ce soit TikTok, YouTube, etc. Donc, c'est pas la compétition entre les hommes, c'est la compétition entre les supports, si on veut. C'est-à-dire les journalistes eux-mêmes, ce sont eux qui ont donné la place à ce genre de pratiques. Je crois que les journalistes n'ont pas fait grand-chose pour céder leur place, c'est qu'on la leur a prise. Je prends un seul exemple, la publicité qui était avant peut-être massivement dans les journaux, écrits ou même télévisés, s'est déplacée sur les réseaux sociaux parce qu'elle est 10 fois moins chère, beaucoup plus agile, et qu'il y avait un élément qui était beaucoup plus intéressant pour les annonceurs, c'est qu'il y avait une mesure immédiate de l'audience. On pouvait dire, la publicité que j'ai mise là, il y a que tant de personnes qui l'ont vue parce que les autres ont zappé, ou il y a tant de personnes qui ont cliqué dessus. Dans un journal, vous savez que les gens vont la voir, mais vous ne savez pas s'ils vont s'y arrêter. Donc, ce genre d'élément technique a fait qu'il y a eu un déplacement de fait de la publicité, et la publicité, comme vous le savez, malheureusement, je dis malheureusement, pour bien des organes de presse, c'était le nerf de la guerre. Alors que maintenant, ils reviennent à un autre nerf de la guerre qui est, à mon avis, plus intéressant, qui est l'abonnement, qui veut dire qu'il y a un acte de la part du lecteur ou de l'auditeur de dire, moi, cette chaîne de télévision ou ce journal, je veux l'avoir parce que c'est eux que j'aime. Je pense que c'est une référence, donc je m'abonne. Avant, on dit la publicité, ça va couvrir tous les frais. Maintenant, c'est plus le cas. Donc il y a des modèles à retrouver. Les influenceurs n'ont pas ce même genre de problème, mais on devrait quand même s'intéresser à quel argent gagne-t-il, parce qu'il y en a beaucoup qui gagnent rien du tout, ou pas grand-chose, alors que le journaliste est une profession qui est plus ou moins bien encadrée, avec des salaires qui sont, on peut en penser ce qu'on veut, ils vont toujours dire qu'ils ne sont pas assez payés, mais qui sont quand même d'un certain niveau. Voilà. Mais aujourd'hui, les jeunes s'informent de plus en plus sur TikTok, YouTube. Est-ce une forme de désinformation ou une évolution naturelle des usagers? On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Quand vous allez voir une personne qui est sur YouTube ou TikTok et qui vous affirme des choses, quelle est sa crédibilité? Comment savoir ce que cette personne dit est de la désinformation ou pas? C'est là qu'on a une difficulté. C'est que pour qu'un influenceur soit crédible, il doit, à mon avis, avoir une façon de présenter les faits qui est
indiscutable et qui s'appuie sur ce qu'on fait en journaliste, c'est-à-dire qu'on vérifie les sources, on confronte les sources et on dit voilà, j'ai interrogé telle personne, et les faits sont là. Tandis que sur tous ces réseaux sociaux, vous avez des informations. Je lisais encore ce matin un truc en disant voilà, Apple fait faillite. Je dis bonne nouvelle les gars. Qui est-ce qui affirme ça? Je ne sais pas qui affirme ça. C'est vrai que c'est totalement faux, mais n'importe qui peut dire n'importe quoi. Donc, dans ce foisonnement d'influenceurs, il va y avoir forcément besoin d'une sorte d'aiguillage comme dans les gares, où il va y avoir d'un encadrement, où on va pouvoir distinguer le vrai du faux, parce qu'il faut qu'on puisse distinguer le vrai du faux pour se faire une opinion. Tout à fait. Mais quels sont, selon vous, les dangers concrets liés à la consommation d'infos produits par les influenceurs non formés? Le danger de la part du public, c'est un danger qui a toujours existé, c'est de se fier à une seule source et que parfois cette source n'est pas la plus indépendante qu'il soit. Donc le danger, c'est que les opinions s'orientent d'un côté ou de l'autre, que ce soit notamment en politique, c'est ça le danger, parce que ceux qui diffusent l'information ne sont pas crédibles, ou ont une audience parce qu'ils parlent fort, mais une grande audience, et ils peuvent influencer le vote des gens, alors que ces gens-là ont cru avoir de l'information et qu'ils ont eu une désinformation. Maintenant, la diffusion fait que quand vous diffusez quelque chose qui est manifestement orienté, il y a forcément quelqu'un qui va diffuser dans l'autre sens. Donc moi je crois à la liberté la plus totale de l'expression, de façon à ce que ceux qui sont extrémistes d'un côté et qui prennent de l'audience puissent avoir de l'autre côté des gens qui disent le contraire ou qui rétablissent la véracité des choses. Donc il faut qu'il y ait cette tendance, c'est-à-dire des courants qui peuvent qui n'est pas opposé, mais qui marche de pair, c'est ça. C'est ça. Dans l'historique, encore une fois, de la presse, pourquoi est-ce que tous ces journaux sont nés? Parce que certains étaient extrémistes d'un côté, ils voulaient, par exemple, faire tomber les gouvernements, et d'autres défendaient les gouvernements. Mais au moins, vous aviez les deux, et entre deux, le public pouvait lire les deux et se dire, mais celui-là il exagère ou celui-là il exagère. Puis entre deux sont nés des organes de presse qui disaient, attendez, il y en a deux qui disent le contraire, nous on estime que, et vous arrivez à des journaux d'information qui sont devenus plus neutres, presque centristes si on prend le terme politique, et qui permettent aux gens de se faire une vraie opinion. Actuellement, dans ce jeu des influenceurs, encore une fois, il faut peut-être pas trop les surestimer, mais dans ce jeu des influenceurs, on ne sait pas très bien qui est en train de gagner la compétition. Est-ce que ce sont on les appelle populistes, est-ce que ce sont des gens qui vont matraquer la haine, par exemple d'un gouvernement, et qui vont être suivis, et puis est-ce que ceux qui sont en face vont avoir suffisamment d'audience pour compenser cette chose-là? Moi, je crois qu'on est à une période de grand développement. Je crois que ça va un peu se tasser, comme ça a été le cas pour les journaux. Il y a eu un foisonnement extrême, et petit à petit, ça s'est resserré, ça s'est recentré, et les gens ont pu se faire une opinion. Actuellement, si vous prenez que les réseaux sociaux, il est bien difficile de se faire une opinion claire et d'avoir une opinion un peu neutre sur ce qui se passe. Monsieur le Président, il y a une question qui me venait en tête, parce que quand vous dites que il y a à l'époque, jusqu'à nos jours, il y a des journalistes qui sont de gauche, il y a d'autres qui sont de droite. Pourquoi est-ce que vous, tant que doyen dans ces métiers, est-ce que c'est une bonne pratique, ou bien il fallait dorénavant que les journalistes restent toujours neutres sans pour autant être ni de gauche ni de droite? Parce que c'est là aussi, ça crée une certaine frustration au niveau du public. Je ne sais pas si le public est frustré. Ce que je sais, c'est qu'il est difficile d'avoir des êtres humains neutres. Je crois que dès que vous commencez à vous exprimer, et regardez même dans une famille, dès que vous commencez à vous exprimer, il y en a qui trouvent que tout est injuste, d'autres qui trouvent que c'est bien comme ça, etc. Les opinions sont foisonnantes, et c'est bien qu'il y ait des opinions. Ce que je regrette, c'est quand les opinions sont entre guillemets cachées, où on dit « ce gouvernement n'est pas bon, on doit le faire tomber », mais qu'on ne dit pas « nous sommes
de tel ou tel bord, nous voulons revenir à un roi, parce que c'est à notre avis la meilleure façon de le faire. Donc ce que je trouve, c'est que la clarté de ce qu'il y a derrière le message devrait être beaucoup plus grande. Parce que sans ça, comment voulez-vous que le public s'y retrouve? Il entend des slogans, des arguments, et finalement c'est celui qui parle le plus fort qui semble avoir raison. C'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui parlent moins fort et qui sont beaucoup plus raisonnables et qui donnent une vision de ce que devrait être la vie ou la politique, qui est peut-être plus proche des gens, mais comment vont-ils faire pour l'entendre? C'est un éternel débat, mais c'est un débat qui a trait à l'être humain. Dans un village, une communauté où il n'y a pas forcément de médias, qu'est-ce qui se passe? Les gens se retrouvent sur la place du village et on écoute celui qui parle le plus fort, et il y en a un autre qui va dire mais il parle trop fort. Moi j'ai autre chose à dire, et finalement on va finir par écouter plus de personnes et se forger une opinion. Dans ce jeu des influenceurs, le problème c'est qu'il y en a tellement qu'on ne sait plus très bien qui écouter. Petit à petit, je pense que ça va se resserrer et qu'il y a des voix, il y a déjà quelques voix qui commencent à sortir du lot et où les gens vont pouvoir suivre quelqu'un en se disant au moins celui-là je sais comment il fonctionne par rapport à ce qui m'intéresse et par rapport à ma vie, l'économie, la politique, etc. Mais c'est que la chose la plus étonnante, parce que je prends peut-être les cas de mon pays, entre guillemets, ces influenceurs de mon pays, ils sont à la longueur de la journée, par contre, et ils donnent pas des informations, ils sont pas penchés, que ce soit du côté sportif, que ce soit politique, que ce soit culturel, mais ils sont penchés plus dans des insultes. Donc c'est-à-dire leur page, que ce soit TikTok, que ce soit Facebook, est devenu, comment dirais-je, un terrain où ils viennent rendre compte. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce genre de pratiques que d'autres influenceurs, il n'y a pas qu'au Congo, il y a d'autres influenceurs aussi en Afrique, un peu partout, qui font ce genre de choses. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je pense que c'est au public de faire la différence. Je pense que si le public se détourne de ceux qui insultent et se tourne vers ceux qui informent ou qui commentent, c'est deux choses différentes. Informer, c'est relater des faits. Commenter, c'est commenter des faits. Mais quand vous commentez des faits, ça ne vous donne pas le droit d'insulter. Vous pouvez dire que tel gouvernement ou que tel ministre ou telle partie de la société fonctionne mal. Vous donnez des faits. Vous les commentez en disant « mon opinion » et que ce sont des gens nuls, qu'il faut les remplacer, etc. Ok. Si vous partez dans l'insulte, à mon avis, c'est au public de tourner la page. Quand le public tournera la page, n'écoutera plus ceux qui insultent, peut-être que ceux qui ont une voix un peu plus pondérée et qui peuvent permettre aux gens de se faire une opinion, ceux-là prendront la place. C'est ce que je souhaite en tout cas, parce que l'insulte n'amène à rien, elle n'amène qu'à des conflits. Est-ce qu'aujourd'hui, un influenceur qui fait des insultes sur les réseaux sociaux, il peut être aussi traduit en justice? À mon avis, l'insulte, bah oui, il peut être traduit en justice. À partir du moment où dans la loi d'un pays, vous avez la diffamation, vous avez un certain nombre de textes de loi qui condamnent certaines pratiques, notamment l'insulte, eh bien, c'est à celui qui se sent insulté ou qui a été insulté de manière ouverte et publique de porter plainte et que la justice fasse son boulot. La justice, c'est un garde-fou. Si ce garde-fou fonctionne, les insultes vont diminuer. Si ce garde-fou ne fonctionne pas parce qu'on dit « oh, mais c'est pas grave », eh ben ça va continuer. Je souhaite pas que le jeu des influenceurs passe d'une insulte à l'autre, parce que franchement, ça ne fait pas avancer le débat. Voilà. Monsieur le Président, certains journalistes traditionnels aujourd'hui, ils perdent aussi la confiance du public. Est-ce que le journalisme n'a pas aussi sa part des responsabilités dans cette perte des repères? Je crois que le journaliste a une part de responsabilité dans le sens où justement le journaliste s'est laissé, entre guillemets, attirer par le fait d'avoir une audience le plus rapidement possible. Et on a commencé, même dans les médias écrits, à publier des choses qui n'étaient pas vérifiées en se disant
ça m'est arrivé, ça doit être vrai, on va le publier. Et finalement, le public a perdu confiance parce que ce qui était vrai un jour, on doit le démentir le lendemain. Alors, à l'époque du Monde, on disait quand une information est fausse, c'est une information. Quand on la dément le lendemain, c'est toujours une information. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'on a une responsabilité en tant que journaliste. Si on a une information qui n'est pas vérifiée, mais qu'on veut la publier, on doit dire « nous n'avons pas vérifié, voilà ce qu'on nous a dit ». À ce moment-là, le public est au courant. Si le lendemain on dit on a vérifié, on a eu le temps, mais c'était pas vrai, à ce moment-là, le public il peut avoir une certaine crédibilité. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a publié à mesure, et je dois dire que les chaînes de télévision ont une grande responsabilité là-dedans, en balançant tout ce qui arrive pratiquement sans filtre, on a fait perdre la crédibilité aux journalistes. C'est un métier qui doit revenir aux fondamentaux, revenir à la vérification, revenir à la mise en perspective. On doit donner aux gens l'ensemble du tableau pour qu'ils puissent se faire une opinion. Actuellement, on focalise sur une chose, sur une autre, on focalise sur une personne, on focalise sur un président, C'est très difficile pour le public de ne pas suivre ces voix qui crient un peu fort et de se dire, attendez, lui dit ça, lui dit ça, lui dit ça. Mais qui va faire la synthèse? C'est aux journalistes de le faire. Et actuellement, il y a moins de journalistes qui le font, donc le public est de plus en plus perdu. C'est ce que je regrette. Le public est de plus en plus perdu parce que il y a des fois aussi certains journaux qui font l'apologie. Président, ce que vous voyez aussi, est-ce que c'est vraiment à un journaliste de faire l'apologie peut-être d'une personne, d'une personnalité, tout ça? Est-ce que sans pour autant que ça soit une période peut-être électorale, des campagnes, tout ça, mais ça, à la longueur de la journée sur la télévision, on ne parle que d'une personne, on fait sa apologie, on parle en bien de lui, donc c'est un saint Jésus qui n'a pas le mal. Le rôle d'un journaliste n'est pas de faire l'apologie de quelqu'un, ou alors il le dit. C'est arrivé, même sur une chaîne de télévision, vous pouvez dire « j'ai rencontré telle personne qui m'a impressionné, voilà ce que j'en pense ». Là où ça devient dangereux, c'est que si vous êtes journaliste, vous n'avez pas à faire l'apologie de la même personne à longueur d'antenne, à longueur de journée. Vous devez prendre toutes les personnes qui se présentent, par exemple, dans un débat politique, même s'il y a des gens qui ne vous conviennent pas, vous devez pouvoir les rencontrer, vous devez pouvoir les faire parler, et après, dans un commentaire, dire ce que vous en pensez. Le rôle d'un journaliste, c'est de présenter les choses le plus largement possible. C'est pas toujours facile parce que vous avez des sympathies, et puis vous avez des gens qui parlent fort, vous avez des gens qui parlent tellement bien que vous avez tendance à leur tendre le micro parce que vous savez que vous n'avez pas de boulot, là, vous avez quelqu'un qui parle tellement bien, vous allez le laisser dire, ça va très bien aller. L'autre qui parle peut-être moins bien a peut-être une opinion tout aussi valable, mais c'est à lui, par exemple, c'est au journaliste, de faire parler cette personne pour qu'elle puisse s'exprimer. Parce que sinon, comme vous dites, on passe d'une apologie à l'autre. Où est la formation de l'opinion? Il n'y en a plus. Voilà, merci beaucoup Président pour toutes ces réponses que vous êtes en train de répondre. Fidèles téléspectateurs de la chaîne de référence Antenne A, nous avons réussi pour vous, Monsieur Jules Egger, président d'une très grande association des journalistes indépendantes suisses. Vraiment, c'est un grand doyen. Vraiment, quand vous êtes en train de regarder sur vos écrans, sachez bien que nous avons un grand journaliste, je peux dire comme ça, qui a répondu favorablement pour que nous puissions faire cette émission ensemble avec lui sur ces grands sujets qui impactent actuellement le monde du journalisme. Monsieur le Président, des influenceurs engagés, écologie, géopolitique, société, ils revendiquent une forme d'authenticité. Est-ce que cela est-il crédible selon vous? Si je préside une association de journalistes, c'est parce qu'un jour, il y a eu un besoin de reconnaissance, mais aussi, pas seulement pour les journalistes, mais pour le public. Donc, nous avons dû mettre au point des critères pour que quelqu'un qui sort une carte de presse, on sache qu'il a un minimum de formation et un minimum de déontologie. Ça n'existe pas chez les influenceurs, parce que c'est quelque chose de tout nouveau. Mais dans mon association, nous sommes en train d'étudier la question en nous disant, est-ce qu'il n'y aurait pas, pour que ça puisse devenir
par rapport au public, on puisse dire il y a les influenceurs entre guillemets certifiés du côté de l'information. Du côté de l'information, l'air donner peut-être une carte bien numérotée influenceur, par exemple. Voilà, exactement. Je sais qu'on fait... La formation de journaliste dure 2 ans en Suisse. C'est une formation en cours d'emploi, à part ceux qui font l'université. La formation d'influenceur, vous pouvez la faire en 15 jours. En 15 jours online. Écoutez, on peut apprendre le tricot en 15 jours online aussi, mais on n'apprend pas le journalisme en 15 jours online. Il y a un certain nombre de choses que l'on doit peut-être mettre en place pour qu'il y ait une crédibilité qui vienne de la part... Vous savez, les influenceurs, s'ils remplacent les journalistes un jour ou l'autre, je pense qu'il faudra qu'ils aient les critères des journalistes. Parce que comme ça, on aura de l'information et pas seulement des slogans. Mais aujourd'hui, ils se font appeler journalistes. C'est ça le problème. Ils se font juste... nous voyons... Si aujourd'hui il a beaucoup d'abonnés sur son compte TikTok, sur son compte YouTube, il reçoit. Parce que non seulement ça aussi, il y a des grandes personnalités qui donnent aussi du crédit à cette catégorie de personnes. Peut-être moi je peux demander une interview, il te dit non, mais il préfère aller chez quelqu'un voilà, qui ne sait même pas comment formuler des phrases dans la langue de Molière. Et il préfère aller chez lui. Qu'est-ce que vous pouvez dire aussi à tous ces grandes personnalités, des fois qui mettent de côté les journalismes, qui préfèrent aller du côté des influenceurs? Ce que je dirais, c'est que c'est le danger de la mode. C'est-à-dire, tout à coup, la mode, c'est d'avoir un influenceur qui parle mieux que les autres, qui présente très bien, qui a beaucoup de followers, enfin de gens qui le suivent, de se dire, il faut absolument que j'aille là, parce que comme ça, j'ai bien me faire voir. Le seul problème des modes, c'est qu'elles changent. Et le même influenceur qui a une grande audience, cette grande audience peut le quitter du jour au lendemain parce qu'il va faire une bêtise, parce que les gens vont plus aimer ce qu'il dit, parce qu'il va démolir ce à quoi les gens sont attachés. Donc je dirais à ceux qui s'adressent à ceux qui sont à la mode, méfiez-vous des modes parce qu'elles changent. Peut-être qu'il y a plus besoin de se mettre à disposition de gens qui font un travail de fond, de terrain régulier, plutôt que ceux qui sont peut-être très à la mode, mais qui travaillent pour leur propre gloire plutôt que pour l'information du public. Monsieur le Président, est-ce qu'aujourd'hui, vous y pensez pas que ce que vous venez de dire par rapport aux influenceurs, vous êtes en train d'envisager de voir comment, dans la mesure du possible, comment les canaliser? Est-ce que c'est là, vous ne pouvez pas aussi associer les États, par exemple, que l'État aussi puisse vous appuyer à ce genre, voilà, à ce genre de pratiques, peut-être canaliser, mettre tous ces gens-là pour leur montrer comment ils doivent faire, parce que l'État aussi doit être aussi à vos côtés. Alors, j'ai une confiance modérée dans les interventions de l'État pour ce genre de choses. Je crois que si notre association a le mot indépendante, c'est parce que nous avons voulu nous structurer, nous organiser nous-mêmes. Nous avons des critères d'admission. Quand je donne des cours, je donne des cours de déontologie, si on veut, ou je donne des cours de bonne pratique pour qu'on encadre cette profession. Je crois que l'État, j'ai participé récemment à l'OFCON à Berne, l'État se demandait s'il ne faudrait pas qu'il y ait une seule carte de presse en Suisse. Finalement, on a vu qu'il n'y avait aucun intérêt, que si c'était l'État qui se mêlait de ça, ça allait être compliqué, que ça allait prendre 3 ans et 12 commissions pour sortir quelque chose. Pour avoir une carte. Finalement, les associations ont dit, écoutez, nous on garde nos critères, on garde notre carte, c'est très bien comme ça. Et puis l'État a dit, bah, écoutez, organisez-vous entre vous. Je crois que les professions, c'est bien qu'elles s'organisent d'elles-mêmes. Et s'il y a un besoin, du côté des influenceurs, déjà il faudrait qu'ils soient... Les influenceurs sont tous des individus. Il n'y a que des individualités. Il n'y a pas de groupe d'influenceurs. Pour l'instant, il n'y a pas eu de besoin. Les journalistes ont eu besoin de se regrouper pour se faire reconnaître. Les influenceurs, peut-être que ceux qui sont dans l'information, je ne parle pas de ceux qui sont que dans la mode et le fashion, mais les autres qui sont dans l'information, ils vont forcément, un jour ou l'autre, se dire, nous avons besoin de nous regrouper pour faire connaître
manière de diffuser les choses. Pour le moment, c'est pas le besoin. Nous, on en a quelques-uns qui se sont approchés de notre association. Donc, je me dis, le besoin est en train d'émerger. Donc, il y a quelque chose qui devra en sortir. Voilà. Mais aujourd'hui, Monsieur le Président, on peut dire que former les influenceurs aux bases de la vérification de l'information, est-ce que ça peut arriver aussi un jour, les former pour qu'ils puissent être à la base dès qu'ils donnent des informations, que ce soit des informations vraies, vérifiées, et puis qu'il y a des soubassements? Alors, de notre côté, il est difficile de forcer quelqu'un. Je crois que les influenceurs eux-mêmes, à partir du moment où ils vont en sentir le besoin, vont demander à des associations ou à des enseignants de dire, écoutez, il faut qu'on puisse mettre un cadre à ce que nous faisons. Comment est-ce qu'on fait ? Ce besoin va certainement émerger un jour ou l'autre, comme il y a eu ce foisonnement de journaux dans tous les sens et de toutes les opinions. Les influenceurs vont dans tous les sens aussi actuellement, mais quelques-uns d'entre eux, il n'y a pas besoin qu'ils soient des milliers, vont forcément un jour se dire, écoutez, pour que le public nous suive sans qu'on se fasse taper sur les doigts par l'État, par exemple, ou par la justice, il faut que nous émettions un certain nombre de règles, un certain nombre de critères. Le jour où ça viendra, moi je dirais bravo, à la limite on peut les aider, parce que nous avons une certaine expérience. Voilà. Mais aujourd'hui, Président, peut-on encore parler des journalisme s'il n'y a ni rédaction, ni éthique, ni vérification? Le journaliste, c'est ça. Le journaliste, c'est l'éthique, c'est la vérification. Alors, le problème, c'est que est-ce qu'il y aura des journalistes quand il n'y aura plus de médias? Ça devient compliqué. Mais je dirais que même si les journalistes se mettent à leur compte en disant je suis journaliste influenceur parce que tous les médias pour lesquels je collaborais sont morts, je crée ma chaîne à moi. S'il met en avant les critères qui ont fait de lui un journaliste, eh ben, il va rester journaliste. Je crois que la profession de journaliste va rester. Qu'on les appelle journalistes influenceurs ou autrement, j'en sais rien, je crois qu'elle va rester parce qu'on a besoin de vérification des faits et on a aussi besoin de gens qui vont chercher l'information. Là, on croit que l'information, elle tombe du ciel parce qu'elle est sur le téléphone portable toutes les 5 minutes, c'est parce que TikTok vous dit il se passe quelque chose, tiens, il y a un volcan ici, ok, je suis ravi de voir sur TikTok qu'il y a un volcan qui est né ou qui a une éruption en Islande, mais je vais avoir besoin d'un vrai journalisme qui va dire quand est-ce que ça s'est passé, historiquement, qu'est-ce que ça veut dire, sur le plan de l'environnement, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que les populations locales sont menacées, on a besoin de gens qui vont chercher l'information. Que ce soit des influenceurs qui deviennent journalistes ou des journalistes qui rentrent dans ce domaine-là, le journalisme reste un métier dont les bases sont connues et qu'il faut transmettre. Est-ce qu'il faut-il, il y a aussi d'autres catégories, il y a aussi des créateurs de contenus. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut une charte éthique pour les créateurs de contenus comme celle des journalistes, ceux qui créent des contenus et tout ça? Tout dépend le domaine duquel on parle. Je crois que dans ce qui concerne l'information, la déontologie journalistique devrait être la base de toute personne qui prétend transmettre quelque chose au public. On peut obliger personne. Simplement que si une charte de déontologie était émise, ce serait bien que ceux qui prétendent informer la signent et le fassent savoir. Parce que c'est comme ça qu'ils auront de la crédibilité auprès de ceux qui les suivent. Monsieur le Président, la presse, de plus en plus, elle perd sa place des leaders au profit des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il faut faire qu'elle revête pour que cette presse puisse se revêtir de sa noblesse et son importance? La presse est en crise, je parle principalement de la presse écrite, mais il y a aussi des raisons à cela. C'est que, comme je le disais, elle s'est basée énormément sur la publicité. Elle a cru que son audience lui était acquise. Or, les réseaux sociaux sont venus grignoter peu à peu et tout à coup, brutalement, cette audience parce qu'ils étaient plus pratiques, plus rapides et plus à disposition. Quand vous devez aller au kiosque acheter un journal ou l'attendre dans votre boîte aux lettres, c'est pas la même chose que de vous réveiller le matin, vous ouvrez, regardez votre téléphone et vous avez 3 nouvelles qui sont importantes pour vous, qui sont arrivées. Je crois que la crise de la presse, elle est structurelle.
il va être difficile de passer à autre chose, mais je crois qu'il y a des bonnes nouvelles quand même. Il y a des journaux qui se créent. Un des membres du comité de l'association a créé Le Regard Libre, qui est un petit journal qui était fait par des bénévoles. Et pour la première fois, dans l'édition qui va sortir, ils ont pu payer les journalistes qui collaborent. C'est un journal qui est aussi en ligne, mais qui est aussi un mensuel écrit où vous avez des articles de fond, de réflexion et des débats. Si ce journal vit et qu'il a quelques centaines d'abonnés maintenant, c'est pas énorme, c'est pas des millions, mais quelques centaines d'abonnés prêts à payer pour ça, c'est que ça montre une partie du public a besoin de références. Donc je crois qu'une partie de la presse est en train de gentiment s'éteindre, mais une autre presse va pouvoir naître. Et c'est ce qui est révélé par Le Regard Libre, par exemple. Aujourd'hui, Monsieur le Président, les influenceurs captent une grande partie de l'attention et de l'argent. Est-ce un risque pour l'indépendance des médias? Le nerf de la guerre pour tous les médias, c'est l'argent, forcément. Mais ceux qui ont basé... Vous savez, il y a un exemple en Suisse qui est assez frappant. C'est la NZZ, qui veut dire Neue Zürcher Zeitung à Zurich. J'ai rencontré celui qui l'a remise à flot. Que s'est-il passé? Ils ont investi massivement dans la rédaction pour avoir des articles au-dessus de tout soupçon, étayés, avec des bases très larges. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont augmenté massivement le prix de l'abonnement. Et ils sont allés prospecter en Allemagne. Ils ont 60 000 personnes en Allemagne qui payent un abonnement à un journal suisse édité à Zurich parce qu'ils veulent ces informations. En investissant dans la rédaction, ils ont réussi à créer un modèle économique qui n'est pas reproductible partout. J'en suis conscient. Mais ce modèle économique montre et prouve que les gens sont prêts à payer pour un journalisme de qualité qui leur donne avec abondance, même plus que ce dont ils ont besoin, mais qui ont des faits, des références, des historiques et une base d'informations qu'on trouve nulle part ailleurs. C'est ça qui fait la force de ce journal, qui pourrait faire la force d'autres journaux pour autant qu'ils arrêtent de désinvestir les rédactions. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs de la chaîne de référence Antenne A. Merci à la grande équipe qui m'a toujours tenu compagnie pour que cette émission se passe dans de très bonnes conditions. Merci à toi, Janine Eyale, à la prise de vue, la crème des crèmes. Merci à toi, Harry-Noël Mboutavokia, à la réalisation. Merci infiniment à toi, Dieu merci. Tant vous êtes tellement nombreux. Merci à toi aussi, Adilson Kadima, les Tsunami. Vraiment, à partir de Luanda, vous avez toujours l'habitude de suivre cette grande émission. On a réussi pour vous. Monsieur Jules Egger, président de l'association des journalistes indépendantes suisses. C'est lui qui était notre invité pour débattre ces grands sujets sur les influenceurs dans le monde. Donc, merci encore une fois de plus, monsieur le président, d'avoir répondu positivement à notre invitation. Merci d'avoir accueilli. Merci, nos portes sont toujours ouvertes. À un moment donné, nous chercherons toujours d'autres sujets et puis nous ne manquerons pas à vous inviter pour que nous puissions encore éclairer l'opinion nationale tant qu'internationale. Quant à moi, votre humble serviteur William Tshisekedi, je vous retrouve prochainement et surtout, restez branchés sur la chaîne de référence Antenne A. À bientôt. Ciao, ciao.